me décaler un petit peu, en fait, voilà, on va faire comme ça. Et comme ça, à revoir le miroir. Voilà, c'est mieux comme ça. Bonsoir les amis. Donc bienvenue sur iPhone Geek pour parler du sable. Ah, ça va nous changer un petit peu. Donc, je vous laisse un petit peu arriver. J'ai quand même pris le temps d'aller me soulager, n'est-ce pas? Alors le sable. Alors je vais essayer aujourd'hui. Alors comme j'avais prévu les maquettes, machin, bon, ça je vous le ferai la prochaine fois, l'épisode 3. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des astuces. Coucou, me voilà quand même un petit peu, hein. J'ai essayé de vous donner des astuces pratiques. Qu'est-ce que c'est le sable? Pratiquement. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les quantités? Quelles sont les proportions à utiliser? Donc on va un petit peu aborder le sable pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire, je vais essayer de vous faire comprendre une valeur biologique à un grain de sable, enfin un grain de sable, un morceau de sable comme celui-là, ou à un grain de sable. Une valeur biologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une quantité de caca, une quantité de produits dérivés. Une capacité de dégradation entre le caca et le résultat final. Ce que j'essaye de vous montrer en, on va dire par postulat, de manière dogmatique, euh, pourquoi le sable? C'est que je pense avoir à peu près saisi la capacité qu'a le sable de remplir l'ensemble des fonctions qu'on attend dans un aquarium par rapport à une consommation donnée. Et évidemment, si certains d'entre vous connaissent la méthode Jaubert, c'est à peu près le même postulat. Je ne suis pas fan de la méthode Jaubert, et je vais vous dire pourquoi. Par expérience, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais faite, mais j'ai vu ce que ça donnait chez les gens qui le faisaient. Et ça m'intéressait beaucoup. En même temps, la charge organique, elle est pas, on peut pas faire grand chose. Quand on confie tout, qu'on n'a pas d'écumeur, quand on confie tout au sable, ça devient difficile d'avoir un bac avec trois chirurgiens, un poisson-ange, une ribambelle d'Antias et puis une ribambelle de, de, de demoiselles, on va dire des demoiselles en général. Quel que soit le banc qu'on peut faire, parce que bien sûr on peut faire des viridis, mais il n'y a pas que les viridis, on peut faire d'autres, les Corollius par exemple, elles sont super, elles sont adorables, elles sont gentilles. En Dacilius, c'est adorable, hein. Donc, et puis les apogons par exemple, qu'on peut mettre en banc aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un aquarium où vous mettez une ribambelle comme ça? Ben, dans un bac en Jaubert, vous allez développer la microfaune. La microfaune va monter en fonction de ce que vous alimentez. Et puis, vous allez arriver à un stade qui sera plus ou moins long en fonction, en réalité, donc de la population que vous allez mettre dans votre bac. Et ce que je vous dis là, donc le mec, il a blindé, il a mis trois chirurgiens, il a mis un poisson-ange, il a mis un centre-pige, il a mis 7 Antias, et puis 11 demoiselles, et puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, un gobi avec son alphéus, et puis les machins. Bah. Donc,
tous les jours, il nourrit pour nourrir à peu près convenablement, avoir une croissance à peu près normale, avoir un cycle de reproduction des poissons, etc., etc. Et ben, il va nourrir 2 fois, 3 fois par jour, et il va avoir une charge organique. Quelle doit être la quantité de sable pour pouvoir digérer ce qu'il balance dans son bac tous les jours? Eh ben, ça va vraiment être un problème. Et très souvent, je peux vous le dire, c'est votre problème. C'est que vous n'avez rien compris de la capacité de digestion, en fait, puisque c'est ça le truc, hein. C'est la capacité de digestion de la quantité de sable et de la quantité de pierre, puisqu'en fait, même, c'est valable même avec les pierres vivantes. Euh, quelle est Nous, vous voyez, on mange et en 24 heures, on chie. Bon, ça a traversé. Faut pas dire non plus que dans notre caca, tout est digéré. C'est pas vrai. Une partie ressort en bloc. Voilà, je sais pas. Vous mangez des lentilles, bah vous avez parfois des lentilles ou des flageolets ou je sais pas quoi. Vous avez les coquilles qui ressortent. Bon, pas digérées. Pardonnez-moi hein, de cette. Bon, on s'amuse hein, aussi. Hein. On n'est pas là pour se faire chier non plus. Donc, le la compréhension donc de la capacité des micro-organismes à digérer va être tributaire de différents facteurs. Ce que j'essaye de moi vous transmettre, c'est, je vous parle, hein, je vous dis, des poissons qui entretiennent le sable, arcastères, escargots, concombres, vous voyez, je vous dis, vous mettez des animaux pour gérer le sable déjà. Paripenus, si vous pouvez. Bien sûr, alors, ça peut être Valenciennes. Valenciennes, le problème de beaucoup de Valenciennes, en fait, c'est qu'ils chopent le sable, ils montent, et puis et puis, ah bah tiens, bah merde, il a tout mis dans la gueule de mon scolimia. Bon. Puis le scolimia, il peut supporter de prendre 3 fois une demi-cuillère à café, mais s'il prend 2 kilos par jour de sable dans la gueule, le scolimia, il va dégager. Hein. C'est valable pour un trachis, vous voyez, hein. Et pour d'autres coraux, c'est encore plus problématique parce qu'en fait, les scolis, ils ont l'habitude d'être dans le sable, des trachis ont l'habitude d'être dans le sable, de prendre sur la gueule. Ça fait même presque partie de leur vie. Alors, bah là, non, le truc, il va poser un problème. Et en plus, justement, il aura fait sa caverne juste à côté et il adore recracher le sable sur votre LPS que vous avez mis à cet endroit-là. Bref, bon. Alors, d'autres sont moins violents. Le Randali, par exemple. Hein. Le Randali, je vous le conseille. Par contre, attention, il est timide. Alors, le Randali, il faudra pas... Moi, j'ai essayé dans mon grand bac, donc 1,80 m. Je l'ai pourtant installé avec l'Alpheus dans un coin où il aurait pu être assez tranquille. Et pourtant, en fait, de voir les gros poissons qui lui passaient dessus, j'ai été même 3 semaines sans le voir, quoi. Hein. Il sortait pas, il avait trop peur et il en est crevé en fait, il a pas bouffé. Donc voilà, j'ai testé pour vous. Je me suis fait mon petit truc parce que dans des petits aquariums, tu les maintiens très très bien et puis bah, dans un grand, c'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Et si dans la nature tout ce monde-là cohabite à peu près, avec bien sûr des taux de mortalité importants, de la chasse de prédateurs, etc., que vous n'avez pas dans l'aquarium, un certain nombre de poissons qui sont assez simples d'esprit, en fait, hein, ça va être très difficile de les acclimater. Au passage, voilà, le petit Randali, bah, quand il voyait le naseau de 35 cm lui passer au-dessus de la tronche, c'était trop gros, il voyait un requin, il avait peur et il sortait pas. Voilà. Donc, comment comprendre la quantité de sable nécessaire à éponger à la fois l'alimentation de tous les jours et à la fois le dissous, puisqu'en fait, j'espère que vous avez compris, j'essaye de vous expliquer cette balance très particulière qu'il y a, notamment sur les nitrates et les phosphates.
Il y a une balance entre ce qui est dans votre sable, quand vous avez du sable. Euh, et là, donc les gens qui font du SPS et qui ont très très peur de gérer le sable, ils l'ont enlevé. Bah, alors ils ont enlevé le sable, donc il n'y a plus ce problème-là, ils n'ont plus la balance à gérer. Et comme ils avaient tendance déjà à mettre des couches de sable pas assez épaisses pour qu'elles puissent remplir leur rôle, elles étaient donc inefficaces, concentraient les nitrates et les phosphates et les relarguaient dans l'eau. Résultat des courses, donc vous avez une concentration dans le sable, liée à la digestion bactérienne, puis vous avez une concentration dans l'eau du dissous qui n'aura pas été consommé par les bactéries. Et on a la dégradation en surface qui est en aérobiose et qui fonctionne très bien, et qui va vous dégrader ammonium, nitrate, mais derrière, on n'a plus le volume, je vais parler de volume, même si en réalité c'est une question de surface dans un volume, pour être plus précis, hein, dans un milieu. Si tu ne donnes pas le milieu avec un volume et une surface dans ce volume, c'est-à-dire qu'elle est variable ta surface. Vous êtes d'accord? Si je commence à prendre ça et puis te dire, regarde mon support bactérien, il a de la surface. D'accord? Mais regardez ce que ça peut faire comme surface, et ce que ça propose comme surface. Vous allez avoir plus là-dessus que là-dessus. Quand je vous parlais du Cyporax, eh bien c'est ça, le Cyporax, on n'a pas fait mieux, il n'y a pas mieux que le Cyporax. C'est pour ça on voit toutes les semaines un nouveau produit sortir, un nouveau support bactérien formidable qui gagne mon cul, il n'y a pas mieux que le Cyporax. Problème du Cyporax, il a une durée de vie limitée, il finit par... puisqu'en fait donc ce sont des poussières de verre qui sont chauffées pour réussir à faire la soudure, mais mélange avec du sel, puis qu'après qu'on mouille, on enlève le sel, et ça laisse des trous pile poil de la taille parfaite pour cultiver des bactéries. Donc ça, c'est très important à savoir, hein, déjà. Bon. Donc, ce que font les autres, ça n'a rien à voir. Voilà, tu prends, je sais pas ce que je peux te dire, tu prends du ciment pron, avec des petits morceaux de corail, de sable de corail, et puis tu mets un diffuseur qui fait des bulles dedans, tu vas avoir de la mousse bleue, de la merde. Hein. Par contre, le Cyporax, tu prends un anneau, tu le mets sur ta bouche, tu souffles, tu mets le doigt, tu bouches, tu souffles, tout passe à travers. Tu as l'impression que presque tu n'as rien devant ta bouche. Et là, donc, tu as une circulation de l'eau et des gaz et des ions maximales. Donc évidemment, c'est absolument pas comparable avec les autres produits. Déjà là, hein, faut arrêter ce cinéma, il faut lui mettre des baffes définitives en fait, hein, à tous ces produits superbactériens de mon cul. C'est faux, c'est céramique de merde, c'est machin. Par rapport au Cyporax, c'est de la merde. Voilà. Vous voulez un bon support bactérien, c'est le Cyporax. C'est Schott qui fabrique ça. Il est distribué par Sera. Et je pense que si on avait des entreprises un peu sérieuses, eh bien, elles achèteraient directement chez Schott en disant au revoir Sera. Et puis qu'on pourrait acheter le produit en vrac, parce que moi, avec mon entreprise, c'est ce que je faisais. Alors, avec mon entreprise, moi, je me suis amusé, j'ai fait des filtres. Je vous raconte ça parce que ça va vous donner une idée. Parce que les restaurateurs, les bouchers, les charcutiers, on leur impose un séparateur à graisse, et par rapport à leur égout, hein, donc l'évier où ils rincent le couteau, la cuillère pleine de beurre, de crème, de machin, tout ça va dans un bac. Et moi, je travaillais sur la mise au point d'un réacteur pour commencer à bouffer ces trucs-là, pour qu'ils payent moins cher, parce que là, on leur impose d'aller pomper ces trucs-là. Et c'est la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, enfin Vivendi, machin, qui a pris ça, hein, en main. Et c'est une mafia, bien sûr. Donc le but du jeu, c'était de transformer en boue le maximum de ces déchets. Pour pouvoir le faire, il fallait que je mette en place une culture de bactéries. J'ai utilisé le Cyporax. Voilà.
Donc j'ai commencé à faire des tests dans 6 aquariums chez moi, où j'allais récupérer des seaux de merde dans les séparateurs à graisse, et selon le type de restaurant, c'était pas du tout les mêmes produits. Et notamment, on a eu un truc hallucinant avec Pizza Pie. Je travaillais avec Pizza Pie à Rouen, et Pizza Pie, bah, ils avaient le problème de la farine des pâtes à pizza, la farine crue et la farine carbone, la farine noire. Et là, c'était l'enfer. Et en fait, leur bac, ils se mettaient à empester et ça remontait dans le restaurant d'une odeur de chiottes phénoménale. Et que, bah, bien sûr, ça fait fuir les gens. Hein. Quand tu vas au restaurant et que ça empeste, franchement, je peux même pas vous dire, mais vraiment une horreur, quoi. Bon. Donc, ça fait partie quelque part aussi de mon travail après dans mes aquariums, parce que dans mes aquariums, je me suis mis à travailler avec le soufre, à travailler sur les couches de sable, les différents types de sable, etc. Donc j'ai mesuré 4 cm, 6 cm, 12 cm de sable, un petit peu de soufre, des billes, du soufre pour la vinification en plaques qu'on accroche normalement dans le vin quand on fait la vinification. Bon, c'est assez connu ça comme principe. Eh bien, après le débit d'eau, travailler sur le débit d'eau pour avoir le meilleur rendement. Et effectivement, sur les nitrates, c'est extraordinaire. Seul problème, et là je vais vous reparler du musée des arts africains et océaniens, le principe du réacteur autotrophe sur soufre. Voilà. Le type qui a mis ce truc-là au point, eh ben, il a eu du succès pendant un temps. Donc, dans un réacteur qui va contenir 2 à 3 cylindres, on fait passer de l'eau à un certain débit, on fait chuter le taux d'oxygène, on souffre. Le soufre va convertir, permettre la culture de bactéries qui vont convertir euh, les nitrites en nitrates, puis les nitrates, bon, quand même, faire chuter les nitrates. Mais le fait de souffrer l'eau va acidifier l'eau. La culture de ces bactéries va acidifier l'eau. Donc derrière, on mettait une case avec du marbre, parce que la chute de pH était pouvait être conséquente. Fallait une pierre qui résiste un peu, et puis une deuxième colonne avec du sable de corail, là où le pH commence à remonter, et après, on met du sable de corail. Donc, cet appareil fonctionnait très bien sur le travail des nitrates. Seul problème, c'est que il vous dissolvait du calcium dans la flotte. Du carbonate de calcium, du calcium. Et les aquariums du musée des arts africains et océaniens à Paris, Porte Dorée, eh ben, ils ont eu des phénomènes de précipitation de calcium dans leurs aquariums, qui leur ont flingué tout. Voilà. Donc quand j'ai rencontré Monsieur Ignette, il m'a raconté ça parce il venait d'avoir des déboires liés à ce système qui est très intéressant, mais pas complet. Voilà. Alors il est très intéressant. Pourquoi? Il est très intéressant parce que chiant ce machin. Je sais pas. Il y a peut-être un peu d'humidité chez moi. Hein, c'est possible. Ce système est très intéressant parce que en proportion de la quantité de nitrate que vous avez dans l'eau, il va être très efficace dans la diminution du taux de nitrate par rapport au passage d'eau. Mais si tu prends que le réacteur, si tu veux, tout seul, par rapport au reste de l'environnement, t'es complètement c'est du flou, c'est du n'importe quoi. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, moi, c'est la synergie, c'est l'ensemble de ce que vous créez dans votre aquarium. Il faut qu'il y ait des proportions, et que non, c'est pas la fumée, non. Ah, non. Il faut qu'il y ait des proportions, et que dans ces proportions, vous avez des équilibres. Voilà. Donc, il vous faut une surface,
que cette surface soit en volume, donc réduite au niveau de la place utilisée, on développe la surface, comme avec le Syporax, et puis, et on va le faire avec le sable, parce que le Syporax, s'il a tendance à se déliter, lui, il ne change rien à la chimie, il est neutre, c'est du verre. Donc, c'est ce qui est intéressant avec le Syporax, quand vous faites des contrôles, des mesures, c'est que lui va avoir une influence strictement bactérienne. Vous allez mesurer une différence de capacité de digestion de votre aquarium, qui va être multipliée très facilement par 2, par la présence d'une quantité de Syporax liée au volume que vous avez. Toute la difficulté pour faire un live et vous en parler, parce que, le truc que vous allez me dire, oui alors, combien je mets par rapport à mon volume d'eau, et vous me poserez une question à la con. Comme 9 fois sur 10, sur les groupes d'aquariophilie, des questions à la con. Mauvaise question, mauvaise réponse. La bonne question, c'est la synergie. Combien tu as de roches vivantes qui travaillent, combien dans ton décor, pourquoi pas dans ta décante, combien tu as de sable en haut, combien tu as de sable dans ton refuge, combien de volume fait ton refuge par rapport à ton aquarium. Et après, dans ton refuge, si tu rajoutes du Syporax, et ben tu vas filer un coup de boost de selon comment tu vas être équilibré, de 10%, de 15%, de 20%, de 25%, de 30%, de 50%. Voilà. Donc 50% de votre production de nitrate, c'est très important. Par contre, le traitement des nitrates par le Syporax ne se fera que sur le dissous. Il ne va pas se faire dans la dégradation de la merde. Voilà. Pourquoi je vous parle du sable? Parce que le sable il est très important dans la dégradation de la merde. Quand vous n'avez pas de sable dans votre aquarium, d'accord, vos korochis, parce qu'eux aussi, ils pondent leur pêche. Les poissons pondent leur pêche. Non, je suis pas sur le miroir, je suis devant là, je suis vraiment devant. Non, j'ai l'impression que c'est un peu de l'humidité. C'est possible, la pièce est un peu humide. Bon, j'essaye, d'accord, si tu veux. Comprendre le truc. Vous n'avez pas de sable, vos coraux pondent leur pêche, vos poissons pondent leur pêche, ça tombe sur le fond, d'accord? C'est trimballé par le courant, c'est tout le temps dans de l'eau qui est très oxygénée. Manque de bol, dans un milieu très oxygéné, ton caca, pour le mener à son terme de la digestion, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Une dégradation complète dans un milieu aérobie, c'est très compliqué à gérer. Donc, et ça va être très long. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça va être très long. Dans un torrent de montagne, digérer le caca, c'est très long. Il y a des phases qui vont être très rapides, puis d'autres qui vont être très très lentes. Et ben c'est pareil dans l'aquarium. Donc, dans les aquariums qui n'ont pas de sable, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son changement d'eau, il siphonne le fond. Bon. Alors effectivement, il enlève la matière organique. Une partie de la matière organique va être chopée par l'écumeur, et avec cette mode-là, d'avoir des écumeurs qui font 5 fois le volume de l'aquarium, et qui lavent la flotte, beaucoup trop par rapport aux besoins réels, en vous disant tout ce que j'enlève, ce sera plus là, bah oui, ce sera plus là, mais bon, ton sel, ton eau, elle se dégrade avec ton écumeur, qui écume beaucoup trop. Donc après, c'est une façon encore, une fois, de te mettre en esclavage, c'est que tu es obligé de compenser ce que ton écumeur va avoir enlevé de ton eau. Donc, c'est aussi comme ça que tu vas te retrouver avec des déséquilibres. Parce que, excusez-moi, mes cheveux m'énervent, parce que à partir du moment où tu décomposes dans ton eau des associations moléculaires qui
vont fixer des ions. Hein. Vous avez une molécule, elle va fixer des ions, et quand elle passe dans les tumeurs, paf, boum, on change les polarités, vous voyez, ben. Donc, vous allez concentrer des choses qui vont pas être très consommées dans votre aquarium, et vous allez laver votre flotte, à l'inverse, laver votre flotte, enlever totalement des composés qui sont pourtant utiles à la vie, et que vous allez être obligé de rajouter. Après, vous faites votre test ICP, et votre test ICP, bah merde, oh j'ai ça, putain, je crève le plafond, et puis oh j'ai ça, bah j'ai plus rien. Bah oui, parce que dans ces enchaînements, et au milieu, vous avez la consommation des coraux. Hein. Donc, c'est compliqué de... C'est ce que j'explique, c'est ce que j'essaie d'expliquer pour les gens qui débutent dans l'aquariophilie récifale. Comprendre ce que consomment les coraux, ça demande un an au moins. Commencez l'aquariophilie par un petit aquarium que vous allez gérer avec 100 litres, vous gérez votre flotte, ça va vous mettre tout de suite la baffe dans la gueule. Vous merdez, dès que vous faites une intervention, vous la prenez dans la tronche. C'est comme regarder un aquarium plus grand à la loupe et vous prenez, les effets de ce que vous faites sont multipliés plus rapides. Donc, très important pour comprendre après comment fonctionne un aquarium plus grand, qui lui va avoir des effets de latence parce que le volume est plus grand. Donc c'est pas idiot de démarrer par petit, de démarrer par des zoanthus, des discosomas, un LPS, deux LPS, des mous, un sarcophyton, un lithophyton, et puis, hop, ça y est, vous allez mettre un LPS, un, je sais pas, n'importe quoi, un trachis, machin. Et alors là, vous allez découvrir, donc, petit à petit, ce que consomment les animaux, comment votre chimie se change. Et vous allez mesurer quand vous ajoutez un animal, et vous allez voir la différence qu'il y a avec un LPS, comment il consomme le calcium plus que un corail mou. Et de manière différente. Et à partir du moment où vous avez un an à un bac comme ça, bah après, si vous passez à plus grand, et que vous mettez là le budget, parce que ça coûte beaucoup plus cher, bah, vous aurez pas, si vous arrive une merde avant, vous allez voir les parasites, vous allez voir le petit nudibranche de merde qui va venir vous bouffer votre sarcophyton dans le pied, par exemple, hein. Vous allez avoir le ver léopard qui va venir vous bouffer votre LPS. Vous allez avoir, voilà, vous allez voir des trucs comme ça. Et puis alors, quand vous allez repérer ces animaux dans votre aquarium, vous allez faire une photo, vous allez l'envoyer sur le groupe, et on va vous dire, ah tiens, ça c'était l'animal, attention, dangereux. Et tu l'auras repéré, tu vas l'identifier, tu vas savoir comment l'amadouer, parce qu'on va te dire, bah oui, tiens, tu vois, tu mets une moule le soir à la tombée de la nuit, et puis tu reviens avec ta petite lampe, comment, de poche, et tu vas le voir en train de venir bouffer ton truc, et puis bah là, tu vas pouvoir le choper. Bon. Et donc, tu vas apprendre, et nous, après, nous, membres, nous, modérateurs, etc., eh ben, on peut transmettre ces savoirs-là au fil. Et le mec, au bout d'un an, eh ben, quand il va passer à son bac de taille supérieure, eh ben, il va avoir une meilleure compréhension de tous les mécanismes et tous les enchaînements, et la connaissance des animaux, et la connaissance, voilà. Bon. Donc, et après, il est plus cool pour pouvoir attaquer une taille supérieure. S'il perd tous ces animaux parce qu'il a fait une connerie, ça va lui coûter vachement moins cher dans 100 litres que dans 500 litres ou dans 800 litres. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Bon. Tu perds un 800 litres, puis que t'en as pour 10 000 boules dedans, tu le sens passer. Alors là, c'est un abus de sang dans ton cul. Puis tu le prends jusqu'aux amygdales. Et ta femme est en colère, et voilà, et tes gamins aussi, parce que tu leur as pas acheté la PS5, hein, pour ton aquarium, salaud. Bon. Donc, l'idée là que j'essaye d'expliquer, c'est que il faut comprendre la valeur biologique des pierres vivantes ou non. Et quand elles sont pas pierres vivantes, croyez bien que c'est pas du tout le même ratio. Si vous utilisez des roches synthétiques, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le rendement, c'est pas du tout les mêmes. Au niveau de la biologie, on fait pas mieux que les pierres vivantes. L'idéal, si vous avez des idées écologistes et machin, faites un mix, mais dépassez jamais 25-30% de fausses pierres.
mettez des vraies pierres. C'est réglementé, faut pas s'inquiéter, hein, parce que très franchement, comme je le disais l'autre jour, le massacre des massifs coralliens ou des zones de coraux morts, c'est pas l'aquariophilie qui le fait, hein, c'est le bâtiment. Donc le bâtiment, les travaux publics, c'est eux qui font un massacre. Et ils viennent, eux, ils hésitent même pas, ils ont des barges, et puis ils ramassent ça à la pelleteuse dans le fond de la mer. Donc, quand, voilà, l'autre jour, j'ai publié la publication de Frédéric Amblard, où il nous montrait quelques magnifiques acroporas cornes de cerf, quelquefois vraiment des branches, genre 1 mètre de long, magnifiques, et ben, c'est pas lui qui fout la merde, hein, non. Quelques tonnes. Alors c'est vrai, oui, bien sûr, c'est toujours quelques tonnes qui sont prises. En même temps, c'est comme la forêt. Est-ce qu'on va condamner tous les gens parce qu'ils coupent des arbres pour faire du feu ou parce qu'ils récupèrent le bois mort pour faire du feu? C'est la même chose. C'est le, le massif corallien, c'est la captation du CO2 de l'atmosphère euh, transformé en pierre. Donc, que ce soit un arbre ou que ce soit le corail, c'est à peu près sensiblement la même chose. Alors, faut relativiser ça. L'impact écologique, faut le relativiser. Et c'est pas facile. Il y a toute une propagande encore derrière. Mais, donc, dans votre aquarium, il est évident aussi que si vous mettez une branche comme ça de corail, corne de cerf, elle va pas du tout avoir le même effet qu'une pierre beaucoup plus épaisse. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, ensuite, donc, vous avez vos PV, ça représente une certaine quantité donc euh, on va dire, les pierres vivantes, c'est particulier, elles sont à la fois un estomac et un intestin. Faisons un peu de biologie, tiens, on va s'amuser. Merde, j'ai perdu ma clope. Excusez-moi. Si, si on considère donc que l'aquarium va ou doit ou votre l'idée que vous faites, parce que c'est bien le problème. Moi, c'est pour ça que je vais un peu avec les chimistes. J'espère qu'ils m'en tiendront pas trop rigueur pour ce que je connais. Euh, Ils enlèvent ce qui les emmerde, ils l'enlèvent. Voilà. Le sable, ça les emmerde. Oh, 12 centimètres, c'est compliqué à gérer. Les variations, tout ça, c'est compliqué à gérer. Moi, je préfère mes pompes doseuses. J'enlève le sable, je siphonne et je t'emmerde. En fait, je vais pousser mes coraux, machin. Bon, d'accord. Comme je vous le disais l'autre jour, entre un aquarium naturel et un aquarium boosté comme ça, eh bien, les coraux ne pousseront pas de la même manière. Ils vont avoir des branches comme ça, là où un corail qui pousse dans un aquarium naturel, il sera comme ça. Là, vous ferez ça, pam, ça casse, et puis là, bah, vous pourrez y aller. Si vous y allez pas à la pince, vous allez carrément en chier pour le casser. Donc, ça, ce sont des notions qui sont importantes, mais que on vous dit pas grand-chose là-dessus. Hein. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur euh, l'étiolement corallien dans les pousses accélérées. Vous donnez un éclairage optimal, vous donnez une alimentation, entre parenthèses, optimale, vicieuse quand même, parce qu'elle est un petit peu japonisante façon bonsaï, puisque vous frustrez les coraux sur certains. Ouais, tu vois, c'est pas, tu vois, hein, c'est pas, je sais pas pourquoi ça merdouille là, là. Vous frustrez les coraux sur certains oligo-éléments et vous leur donnez plus d'un autre oligo-élément pour qu'ils prennent une orientation dans la coloration. Et vous tirez l'eau vers le bas pour développer les tricolores, par exemple, bah, ils se plaisent dans des eaux qui sont très appauvries. Donc, très pures et très appauvries. Euh, ces coraux-là vivent dans des zones naturelles. Si on les prend dans les zones naturelles, ils vivent que dans des zones avec des eaux extrêmement claires et en fait qui sont un peu pauvres naturellement. Euh, Dès lors que vous changez les paramètres de courant, vous changez les paramètres parce qu'il y a du sable au fond, vous changez les, voilà, et qu'il va y avoir
un brassage du sable, une levée de sédiments dès qu'il y a une tempête, eh ben, vous n'allez plus avoir les mêmes coraux. Alors, dans l'aquarium, bah, c'est la même chose, en fait. Euh, et moi, ce que j'essaie de vous enseigner, c'est autre chose, c'est-à-dire, euh, si vous comprenez ce que j'explique, vous allez pouvoir faire un aquarium plus stable. Voilà. C'est-à-dire que vous allez répartir l'estomac et l'intestin dans des zones avec des cultures spécifiques. Il y aura des poissons qui sont là pour nettoyer, des poissons qui sont là pour tondre, les algues qui poussent et qui se développent de façon naturelle, des escargots aussi qui tondent. Et en fait, quand vous avez des jeunes pousses de Derbésia qui sont ridiculement petites, l'escargot il passe, il se les bouffe. Hein. D'Herbésia ou pas d'Herbésia. Il vous nettoie la pierre. Dès lors que vous n'avez pas assez de personnel d'entretien, votre Derbésia va se développer, et dès qu'elle fait 1 mm 5, l'escargot il passe dessus et il ne la mangera pas. Beaucoup de poissons ne la mangeront pas. Donc, et après ça devient un problème. Alors, évidemment, si vous avez fait une merde, une merdouille, genre oh ils sont bien les A, tiens, regarde les bons A, là, oh 5 millilitres, puis que t'en avais que besoin de 1, et ben ah ça y est, c'est clair. Eh salut, bonjour les algues. Hein. Je peux vous le dire, hein. Une erreur sur les acides aminés, vous faites péter votre bac en algues direct. Donc, comme on a toujours tendance, c'est comme avec la lessive, hein, vous savez. Petite anecdote de mon passage dans le commercial de l'industrie. Euh, les lessives, par exemple, bah, on n'arrive pas à les vendre. Elles sont efficaces, mais on n'arrive pas à les vendre à la concentration idéale. Pourquoi? Parce que les gens, ils en mettent toujours plus. Ils ont besoin d'avoir un godet doseur, c'est pour ça qu'ils les ont supprimés d'ailleurs. Maintenant, ils vous font les petites machines, là, on balance. Quand on mettait un doseur avec la poudre, eh ben les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils avaient tendance à en mettre trop. Vous mettiez un doseur de, je sais pas, grand comme ça, hein, avec une dose au milieu avec un trait, et les gens y mettaient ça. Alors, les vicieuses industrielles adoraient ça, puisqu'en fait, tu consommes 2 fois plus de lessive, donc tu leur achètes 2 fois plus de lessive, n'est-ce pas? Mais, euh, mais pour le linge, c'était très mauvais. Donc, ça bousille les fibres et tout le bordel. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès lors que tu crées un déséquilibre parce que n'ajustes pas suffisamment tes produits, tu vas en payer les conséquences. La conséquence directe sur des A et des oligoéléments, c'est des pousses incontrôlables d'algues. Il y a un autre phénomène que je tiens à vous dire, puisque c'est une question récurrente chez nous, et partout d'ailleurs, la présence de cyanobactéries. Qu'est-ce que c'est? Et puis alors donc évidemment, hein, les deux vertes, bien sûr, donc celle dont je parlais, la Derbésia, évidemment, les trucs, on voit des bacs, c'est catastrophique, quoi. Voilà. Alors on sait plus après. Et je vous avoue, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Julien vous dirait la méthode Kent, sauf que la méthode Kent, faut gérer vachement ses paramètres, quoi. Faut pas être un débutant pour faire Kent, parce qu'on monte le magnésium. Et puis on va, en fait, on va les emmerder. Je suis pas certain d'ailleurs que ça n'ait pas de conséquences sur les animaux, réellement. Hein. Alors, c'est censé ne pas avoir trop de conséquences, mais je pense que ça a forcément des conséquences. Euh, le taux de magnésium dans la balance ionique, il est super important. Donc une perturbation du taux de magnésium allant jusqu'à presque la saturation, eh ben ça peut être, à mon avis, ça va avoir une conséquence. Tu baignes dans le milieu. Si tu changes le milieu, bah, t'es confronté, puisque tu baignes dans le milieu, que t'es plein de flotte, quand t'es un corail, une anémone, tu baignes de la flotte du bac. Donc, oui, du sucre. Attention. Alors, j'ai testé, moi, la VSV, sucre, vinaigre, vodka, bah, parce que vous avez vu, hein, j'avais des gros morphales, puis j'avais beaucoup de poissons dans mon bac.
Le résultat n'était pas très mauvais. Par contre, on a un effet de dépendance en réalité de l'aquarium. À partir du moment où on démarre cette méthode, c'est très compliqué les dosages et c'est très compliqué d'arrêter. Voilà. Ben oui, oui, mais quand même, c'est quand même, malgré tout, c'est quand même important. Voilà, non, moi, attention, je dis pas, et je sais, Julien, je dis pas, ouais, ouais, ça va te flinguer tes coraux, j'ai pas dit ça, hein. J'ai dit, moi, je ne sais pas. Ça me paraît, puisque le corps est baigné des sels, s'il y a trop de magnésium, beaucoup de magnésium, et ben forcément, il va y avoir une conséquence métabolique chez les coraux. Je me pose toujours cette question chaque fois qu'on met quelque chose dans l'aquarium. Chaque fois, on doit se poser cette question. Quand vous voyez les gens qui traitent avec des antibiotiques un aquarium, l'antibiotique, il flingue une sorte de bactérie, mais dans la réalité, il flingue pas une sorte de bactérie, il flingue un tas de bactéries. Et il va vous flinguer, et moi je l'ai vu plein de fois, l'intestin de votre bac. Il va tuer dans vos pierres vivantes, il va tuer les bactéries qui sont fondamentales au traitement des nitrates et des phosphates. Qu'est-ce qui se passe après? Comprenez bien ce que j'explique, c'est important. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez flingué vos pierres, l'intérieur de vos pierres, et ce trou du cul puant qu'il y a à l'intérieur des pierres, hein, ce truc abominable, parce que franchement, couper une pierre en deux quand elle fonctionne, je peux vous dire, franchement, hein, ça pue le trou du cul du monde, hein. Bon, il y a de la vase, enfin c'est dégueulasse. Bon, c'est une pierre qui fonctionne à merveille. Parce que bah, c'est comme nous, en fait. On pue du cul, bah oui. C'est pareil, une pierre, elle pue du cul. C'est pareil, votre lit de sable, il pue du cul. Le cul, il est en bas. Voilà, comme nous. Ah, c'est tout bête, hein, c'est facile à comprendre. Donc, quand tu as flingué l'intérieur de tes pierres et qu'il n'y a plus le grand intestin, ton, ton, ta pierre ne marche plus. Elle marche en surface parce qu'elle fait son travail en aérobiose, mais il n'y a plus de travail en anaérobiose. Et d'un seul coup, la surface se charge en nutriments, se charge en, en sédiments, on va dire c'est comme ça, sédiments qui tombent de la nourriture, de la merde, etc. Et ça va nourrir les algues. Et votre bac, il est pété d'algues. Et il est mort. Et vous pétez en nitrate à 200 milligrammes. Et après, vous venez nous voir. Voilà. Vous avez été plein, je sais pas, 100, hein, 100 à venir me voir pour vos problèmes de nitrate d'algues liés à ça parce que vous aviez flingué vos pierres et que vous n'étiez même pas foutu de me raconter l'histoire, vous n'aviez pas compris ce que vous aviez fait dans votre bac, les enchaînements de ce que vous aviez fait dans votre bac, et les conséquences que ça vous pouvait avoir un an après ce que vous aviez fait. Hein. Et c'est moi qui vous ai posé les questions pour mener l'enquête parce que à un moment, vous étiez tellement nombreux, vraiment, c'était une enquête de policiers, de limiers. Hein. Il fallait retrouver la cause. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que vous aviez fait dans votre putain de bac pour que vos pierres vivantes soient mortes et que vous pétiez à 200 de nitrate? C'est pas normal. Oui, j'ai fait mon test, il est tout rouge. Et puis, les algues partout, immondes. Bon. Et que le premier truc qui vous venait à l'esprit, c'est d'aller flinguer vos algues. Sans comprendre que vous aviez flingué avant vos pierres. Mauvais placement, changement de décor 15 fois, traitement de machin, traitement de trucs. Oh puis bah là j'ai merdé avec mon... Ou alors il vous arrive une catastrophe. Vous avez saturé en calcium, vous avez eu des phénomènes de précipitation. Bon, et vous avez tué vos pierres. Alors quand elles sont mortes, tu ne peux pas faire ça, puis que ça y est, on repart. Donc, c'est ça, vous voyez, que vous n'avez pas conscience, parce que maintenant, t'arrives, oui, allô, merci, bon, allez, hop, un petit coup de machin, du CIF, du PEC, de l'Ariel, et puis hop, ça y est. Non, mais non, chaque fois, vous foutez la merde. Voilà, vous foutez la merde. Alors,
Revenons au sable, revenons à notre ami le sable. Je vous explique ça parce que c'est super, c'est vraiment énorme. Vous imaginez pas statistiquement ce qu'on peut ressortir quand ça fait 10 ans qu'on gère un groupe et qu'on a parlé à des centaines de personnes. Vous voyez? Moi, je sais pas, je ferme ma gueule. Et là, des fois, je sais pas, je ferme ma gueule. J'essaye de réfléchir. Je vais essayer de trouver des pistes parce que j'aime pas me mettre à genoux puis dire ah, je sais pas et puis ça y est, je suis un trou du cul. Alors je sais pas. Mais je cherche. Mais je vais essayer de trouver des voies. Mais quand je sais pas, je sais pas. Je ferme ma gueule. Donc là, on a vu un tas de bacs partir en live. Et dans ces histoires de sucre, il y en a eu qui sont partis en live. Vous avez tué vos pierres. Et une fois que vous avez tué, je parle du trou du cul de vos pierres, enfin de l'intestin de vos pierres, l'intérieur, le profond. Et une fois que ça c'est mort, vous êtes vraiment dans la merde et ça va demander. J'ai vu des gars, ça demandait 2 ans pour qu'ils redressent. Je vous dis ça parce que ça fait longtemps qu'on observe ce phénomène. Et puis, bah, eh oh, les pierres, ça vaut des sous, mon pote. Et tu peux pas les changer comme ça en claquant des doigts, quoi. À moins vraiment que tu sois pété de thunes. Mais sinon, bah non, quoi. T'essayes de relancer tes pierres. Mais pour relancer tes pierres, il faut savoir qu'elles sont mortes. Qu'il n'y a plus que la surface qui fonctionne. De plus, si tes coraux se sont développés, si la coralline s'est développée, c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois, vous les avez étouffés sur la partie supérieure. Il n'y a plus de courant du tout. Il y a plus. Bon. Donc il y a des fermentations dedans. Les fermentations sont fondamentales. C'est l'intestin de l'aquarium. Voilà. Un aquarium qui fonctionne avec de la biologie, il a un intestin, il a un trou du cul qui pue. Bah, c'est une couche de sable suffisamment épaisse pour être totalement privé d'oxygène, qui va laisser une place à une macrofaune de vers, euh, d'organismes étranges qui vivent dans ces zones intermédiaires entre le pas d'oxygène et un peu d'oxygène, qu'on ne peut avoir que avec des pierres vivantes, que vous n'aurez jamais chez Davio. Enfin, qu'on pourrait peut-être, si on développait ces trucs-là. On en a parlé une fois avec Fabrice, je lui parlais des vers. Puisqu'en fait, on a des espèces de vers identifiées qui vivent dans ces zones très étranges. Avec, ils ont 2 têtes et puis ils en ont une dans la zone anaérobie, puis une dans la zone supérieure où on est en anoxie, on va dire. Dimension très importante aussi dans nos pierres, dans notre sable. Parce que vous avez la zone aérobie, oxygénée, où il y a du courant, et quand vous regardez dans votre sable, et plus il est fin, et plus cette couche est mince, d'accord? Plus il est épais. Pourquoi est-ce que vous croyez que je vous parle de ces trucs-là? Ça m'amuse pas, je vous parle de ces trucs-là, parce que là-dedans, l'eau circule. Et par contre, là-dedans, Nazarius, Oursin Dollar, par exemple, bah non, ils vont être malheureux. Il faut qu'ils aient l'autre couche de sable. Voilà. La diversité des milieux va renforcer la capacité de votre aquarium à digérer. Et c'est ça l'essentiel. Il faut que vous ayez conscience que chaque jour vous introduisez de la bouffe qui devient du caca et que ce caca doit être digéré par votre aquarium dans un cycle de, on va dire à peu près 3-4 jours. Ce cycle de 3-4 jours s'articule sur la respiration de l'aquarium. Comme j'ai commencé à vous l'expliquer, vous donnez à manger, vous déclenchez une réaction bactérienne violente dans votre aquarium, qui va durer des heures, et après qui va durer des jours. Parce que là, si la primo-dégradation est rapide, la preuve, vos poissons avalent les artémias. Ils vont les digérer avant de les chier. Donc, ça va passer il va y avoir un trou, vous voyez, entre le moment où vous distribuez puis le moment où ça va ressortir dans le bac. Ça va être valable pour les coraux, ça va être valable pour la microfaune. La microfaune aussi, elle va se jeter sur une artémia qui est rentrée dans le sable. Un Lazarius va se jeter sur la bouffe rentrée dans le sable. Mais il va la chier quand même, c'est son artémia qui l'a bouffé. C'est là que le concombre va être, par exemple, va être intéressant, parce que lui, il fait partie
des animaux, on va dire ça comme ça, hein, lui, quand il fourre sa gueule dans le sable, il va faire que ça. Il prend le sable, il le lave, il récupère toute la merde, et puis il recrache le sable. Donc, il est formidable. C'est un véritable aspirateur à merde. C'est formidable. Et ce qu'il va recracher, et dans ce qu'il recrache, eh ben, en fait, il va vous recracher, en gros, dans le déchet caca du sable. Il y aura presque rien derrière à dégrader. Vous voyez? Et donc, c'est un animal extraordinaire, c'est un raccourci, en fait, hein, parce que nous, tout le reste, eh ben, il faut qu'on le fasse biologiquement. Si tu le fais pas biologiquement, il va falloir que tu le fasses mécaniquement. Et comme le mécanique est très bancal, très variable, dépendant d'un tas de paramètres, il va falloir que tu le compenses chimiquement. Et là, tu comprends que tu rentres dans une cour difficile. C'est la cour dans laquelle sont ceux qui ont des Formule 1. Et comme je vous l'ai expliqué, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est pour le grand nombre d'entre nous, le grand nombre d'entre nous, nous n'avons pas des Formule 1 et nous ne pourrons jamais avoir de Formule 1. Alors, il vaut mieux faire un bac avec des mous, des LPS merveilleux, avec 3 francs 6 sous, que de vouloir faire une Formule 1, que quand vous allez vous bouffer la glissière, c'est fini et vous êtes hors course et l'aquarium, il est à la cave. Jamais vous allez pouvoir apprendre à vos enfants, euh, à vos petits-enfants, ce que c'est la connaissance du monde et de toutes ces choses merveilleuses qui se passent dans l'aquarium et de tous ces animaux, voilà. Et l'éveil de la conscience du monde, moi, il me semble important de nos jours. Et la conscience de la vie. Et cet aquarium qui regroupe toutes ces sciences, on est dans l'art ultime. Le récifal, c'est l'art ultime. C'est bien pour ça d'ailleurs que des gens de la très haute font des aquariums récifaux, parce que c'est un défi qu'elles se lancent à eux-mêmes. Vous avez beaucoup de médecins, des gens qui sont, c'est vrai que c'est incroyable, quoi, des chefs de service dans des hôpitaux, des machins, ils ont des aquariums récifaux. C'est un défi. Et on n'a jamais totalement la réponse. Alors moi, je l'ai pas non plus, hein. Mais bon, l'idée, c'est de vous mettre la puce à l'oreille, qu'en fait, voilà. Alors, bon, je vais essayer de mettre un peu de précision. Je vais vous prendre un exemple, facile. Un aquarium de 60 litres, avec 4 kilos de pierre vivante, une couche de sable de 6 centimètres, vous allez avoir 4 coraux LPS, 2 ou 3 coraux mous et 3 ou 4 tout petits poissons. Et votre bac, il va bouffer tout, par les microbes, par la microfaune et la macrofaune. Si vous... C'est difficile en fait de vous expliquer ces proportions, hein, mais elles sont super importantes. Tous les jours on nourrit, presque tous les jours on nourrit. Quand on entretient bien ses coraux, on les nourrit. Vous allez polluer votre flotte, c'est évident, vous polluez votre flotte. Si vous avez pas un estomac qu'on pourrait résumer comme étant le milieu aérobie et le milieu en anoxie, c'est-à-dire cette couche intermédiaire entre l'aérobiose et l'anaérobiose, vous avez cette couche intermédiaire qui est l'anoxie. C'est une présence disparate de l'oxygène dans le milieu. Ces zones, qui sont les zones de contact aussi, entre les différentes souches de bactéries, puisque un certain nombre de bactéries qui vivent dans le bas, dans le chiotte, dans l'anus, je sais pas comment vous le dire, dans l'intestin de l'aquarium, sont absolument, comment dire, elles vont être tuées par la présence de l'oxygène en fait. Hein. Elles ne peuvent pas être en contact avec l'oxygène, elles en meurent. Et puis les autres,
celles qui sont dans la partie très oxygénée, eh bien, ne peuvent pas descendre dans les couches où il y a de l'hydrogène sulfuré. Et quand vous écoutez les conneries des Berlinus sur l'hydrogène sulfuré, il y a de quoi être mort de rire, en fait. Hein, parce que on a prononcé le mot hydrogène sulfuré, toxique, machin. Ah, il faut plus qu'il y ait rien du tout dans l'aquarium. Alors déjà, c'est débile, puisqu'en fait, ils commencent la construction dans leur protocole de l'aquarium sur les pierres vivantes, et les pierres vivantes, le fonctionnement de l'intérieur, c'est l'hydrogène sulfuré. Mais plutôt que de vous donner le sable comme complément profond, puissant au travail des pierres, ils enlèvent le sable. Bon. Alors évidemment, après, c'est bancal. Les bactéries anaérobies ne se cultivent que dans des milieux sans oxygène. Les milieux sans oxygène, Andrea, tu dois les avoir, tu dois les créer. D'accord? Donc déjà, si tu achètes des bonnes pierres vivantes, le prix, même que t'en mets que 2 kilos et puis que tu as 10 kilos de riffrock, par exemple, hein, qui sont des pierres vraiment calcaires, je sais pas aujourd'hui ce que fait Aquaroche, je manque un peu de renseignements, parce que moi, il y a quelques années, quand je les ai vus, l'autre, ça faisait 2 ans que c'était dans la flotte, le mec, il cassait ça par terre, il y avait même pas un centimètre de la pierre qui était colonisée par l'eau, c'était étanche. Alors, va pas me dire qu'il y a une fonction biologique dans un truc étanche. C'est comme les mousses bleues. Les mousses bleues, c'est plein de cul-de-sac. C'est pas biologique du tout, les mousses bleues. Je sais pas qui vous a raconté. Je sais pas quel est le trou du cul qui a pondu que les mousses bleues, c'était une filtration biologique. C'est de la mer, les mousses bleues. Ça vaut pas un pet de lapin. Vachement, le perlon est vachement meilleur. Si vous aviez monté plein d'aquariums, vous le sauriez que la mousse bleue, le premier truc que tu fais, c'est que tu l'attrapes et que tu la jettes. Parce que là, pour cultiver les nitrates et les phosphates, alors là, oui, c'est formidable. Parce qu'en fait, comme c'est plein de cul-de-sac, et les cul-de-sac se remplissent avec les sédiments. Hein, donc, et puis ça devient vite le bordel. Bon. Donc le perlon est 100 fois meilleur. Et que dire, plus que 100 fois. Le perlon, il a une efficacité biologique que n'a pas. Voilà. Bon. Et évidemment, il est ridicule par rapport au Cyporax. Voilà. Alors, le Cyporax, donc, quand je vous ai expliqué, le Cyporax, il va avoir une influence sur le dissous. Le dissous, qu'est-ce que c'est le dissous? Quand vous donnez à manger à votre aquarium et que l'aquarium va recevoir le caca, puisqu'en fait c'est ça le truc, hein, c'est que vous allez avoir la consommation par les animaux, les différents animaux, puis ils vont crotter à différentes fréquences. Mais enfin, bon, dans la journée, normalement, hein, ils vont avoir fait leur caca. C'est la respiration de l'aquarium. Vous allez balancer dans votre congelé, décongelé, plein de matière organique qui va se barrer, qui ne sera pas mangée, qui va tomber par terre, qui va rester dans l'eau, qui va être pris d'assaut par les bactéries dans l'eau et tout ça, puis qui va, pour une partie seulement, passer dans la surverse, aller dans l'écumeur, être nettoyé dans l'écumeur. Une partie, bah non, désolé, elle va rester dans l'aquarium, ça va tomber dans l'aquarium. Donc, vous déclenchez une révolution bactérienne dans l'aquarium, une chute du taux d'oxygène, une chute du pH quand vous donnez à manger à vos poissons. Ce mécanisme, normalement, c'est la respiration de votre bac, en fait. Puisque vous allez nourrir tous les jours. Bon. Votre bac va s'habituer à ce rythme de production de bactéries, de développement. La faune bactérienne, elle explose, et puis elle rétrécit. Elle explose, puis elle rétrécit, puis elle explose, puis elle rétrécit. Puis elle passe de un type de bactérie qui va beaucoup se développer, qui ensuite régresse parce que les cycles de reproduction sont très rapides. C'est quand même énorme. Hein, par soi-même, toutes les 20 minutes, c'est quand même énorme. Et puis un autre type de bactérie, mais l'autre type de bactérie, comme il ne pousse pas dans le bioporon de chez Price, excellent produit, fait à partir de scorie. Excellent produit.
Je peux vous raconter une petite histoire. J'ai fait un filtre strictement, alors mécanico-biologique, dans une batterie du Leclerc, dans Leclerc dans lequel j'ai travaillé, qui était le premier magasin Leclerc qui faisait de l'animalerie et de l'eau de mer. Et ben vous allez être surpris, je suis revenu 5 ans après, ils n'avaient pas changé mon filtre, dis donc. Et dedans, j'avais des produits Price. Il y avait un produit, je me rappelle plus du nom, ça devait être Aquamarin, je crois, ou un truc comme ça, qui était une, euh, un- une concassée de calcaire extrêmement blanc et laiteuse, euh, blanche et laiteuse. euh, et dès qu'on la mouillait, en fait, l'eau devenait blanche. Et en fait, c'était pour le maintien du pH et c'était super efficace. Donc, dans ce bac-là, j'avais mis en place un processus mécanique et biologique. Le mécanique cassait la matière. Donc j'avais ce qu'on appelait les bioballs, donc qui sont des boules, des sphères, mais avec des piquants à l'intérieur. Même une feuille de salade, en fait, elle tombe dans votre filtre, et ben elle va se dégrader, elle va être attrapée, puis ensuite se dégrader, puis passer de gros morceaux en moyens morceaux, en petits morceaux. Ensuite, il y avait de la lave, euh, ou un équivalent de lave. Il y avait, et je procédais comme ça, de taille en taille, j'aurais dû utiliser la taille, et du sable de corail, et, euh, et je faisais passer ça à une très grande vitesse. J'avais un turnover très élevé dans cette batterie de 755 litres, euh, où j'avais, je sais plus, mis 10 fois le volume, je crois. Il me semble que c'était 10 000 litres heure. Donc, ce procédé-là, qui allait à très, très grande vitesse au travers de quelque chose qui ne faisait pas, qui ne retenait pas tout, vous voyez, qui laissait passer l'eau, qui laissait, et ben, ça maintenait un redox élevé dans la décantation et ça permettait une dégradation assez optimum. 5 ans après, quand je suis revenu, je suis revenu, j'avais un peu prévu mon coup, hein, j'avais ramené mon matériel de mesure électronique et j'étais super surpris en fait de la qualité qui était encore là 5 ans après. Ils n'avaient rien changé parce que bah, après il y a eu pas mal de branleurs, je suppose. Bon, alors donc revenons et ça c'est important parce que dans l'aquarium vous allez avoir la même chose, c'est-à-dire c'est ce que je vous explique quand vous faites une zone avec un sable, avec un très gros sable comme ça, et que vous passez à du sable en dessous plus petit, la très grosse zone, la zone où il y a du très gros sable, va capter la matière qui tombe, mais ne va pas empêcher la circulation de l'eau. Là-dedans, les gamarres, elles se plaisent à mort, les copépodes se plaisent à mort, les isopodes se plaisent à mort. Donc vous allez avoir toute cette faune, toute cette microfaune ou macrofaune benthique qui est liée au sol, qui va se gaver de ce qui tombe avant que ça descende dans les couches inférieures. Et ce qui nous intéresse dans les couches inférieures, c'est que progressivement le taux d'oxygène chute, parce que c'est là que la matière, en sédimentant, en devenant de plus en plus fine, parce qu'après vous avez votre macrofaune qui fait ses cacas plus petits, hein, euh, vous avez réduit aussi le champ euh, des différentes matières, puisque chaque animal a pris, mangeant le caca de l'animal qui est au-dessus, hein, il en a pris une partie. Donc vous avez appauvri le, le caca, pour faire simple, hein, il devient de plus en plus simple. Et ensuite, quand on descend dans les couches inférieures, eh bien, il y a un travail bactérien et un travail des vers. Alors, les vers passent, ils avalent tout, ils le lavent, et puis ils refont un caca qui est euh, très minéral en fait. Hein. Plus ça va, plus on est minéral. Et plus on retourne au sable de corail. On revient finalement à refaire du sable. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Un aquarium qui fonctionne de manière à peu près équilibrée, eh bien, euh, la bouffe finit en sable dans le fond du sable. Et ça, c'est formidable.
Pendant ce temps-là, toutes les variations de pH qui vont se passer dans la couche intermédiaire entre la couche totalement anaérobie et la couche en hypoxie va relibérer du calcium. Le calcium retourne dans l'eau et va servir à alimenter les coraux. Et vous allez très largement simplifier les ajouts que vous allez faire de votre aquarium. Et dans certains aquariums, si la quantité, si la proportion de cette couche de sable, ou d'un volume, si vous faites un refuge avec une grosse couche de sable, vous n'aurez même pas à ajouter de calcium. Vous aurez une pousse parfaite des coraux dans votre aquarium qui puiseront le calcium du fonctionnement de votre refuge entre crochets, où vous aurez la couche de sable épais. Vous voyez bien que là, on est dans des considérations où on fait de la biologie et on ne fait pas de la chimie. Parce que toute la chimie du bac va être dépendante, totalement intriquée dans le fonctionnement biologique de l'aquarium. Cette façon de concevoir l'aquarium est ancienne. Elle a fait ses preuves, on l'a vu chez certaines personnes, chez des vieux, hein, des bacs magnifiques. Et moi, c'est eux qui m'ont converti au refuge, en fait, parce que quand j'ai vu les vieux, là, de 75 ans, il y a 25 ans, puis qui avaient leur bac déjà depuis 18 ans, ils avaient été des pionniers, et puis en fait, ils avaient trouvé les astuces, et un certain nombre, ils avaient un refuge qui avait la taille de l'aquarium. Alors là, la notion de proportion, vous comprenez la notion de proportion. Qu'est-ce que tu veux faire, mon pote, quand sous ton aquarium, tu vas mettre une quantité de matériel qui va t'empêcher d'avoir le simple principe de la décantation. La décantation, qu'est-ce qu'elle est faite? Elle est faite pour supprimer la turbidité de l'eau. Elle est faite pour récupérer toutes les matières en suspension. Pour que ça se produise, il faut qu'il y ait une force, donc un débit d'eau, mais qu'il faut qu'il y ait une longueur dans cette partie de décantation. Il faut qu'il y ait une longueur où la matière en suspension chute, puis se trouve prisonnière. Et l'eau propre passe par-dessus. Si ton machin il fait 20 cm, déjà il décompte rien du tout. Et alors si en plus il fait 20 cm, mais que tu lui as mis 5000 litres heure, très franchement, quoi. Voilà. Alors à part les cailloux qui vont tomber au fond, hein, le reste, non. Ça sert à rien. Donc tu perds 20 cm de ton système de défiltration pour faire de la merde. Et si tu me fais un refuge qui est pareil de 20 cm, qu'est-ce que tu vas réfugier là-dedans? Franchement, c'est caca. Pour que l'effet soit intéressant, il faut qu'il y ait une balance. C'est ce que je vous expliquais avec l'éclairage. C'est quand tu as ton crépuscule dans l'aquarium, tu as ton lever de soleil dans le refuge. Cette balance, comment elle peut marcher? Ben, il faut forcément que ton refuge il ait une certaine proportion par rapport à l'aquarium. Alors, vaut mieux faire un refuge qui va faire la longueur de la décompte, avec une entrée et une sortie, sur 10 cm, 15 cm de large, où il va y avoir une expression, où tu peux mettre une bonne couche de sable, où tu peux mettre de la kétomorpha, et où tu vas avoir des escargots, voilà, un peu de macrofaune. Entretenir, donc, aussi ta macrofaune et ta microfaune, qui, elle, va repasser dans la pompe de remontée pour alimenter tes pierres vivantes, là où en haut, tu as une prédation de cette macrofaune. Elle est nécessaire pour maintenir une densité d'animaux dans la partie supérieure, puisque ces animaux dans la partie supérieure sont chassés par vos poissons et vos bestioles. Alors ces notions d'équilibre-là sont super importantes, quoi. Ne va pas imaginer une seconde que si tu ne mets pas au moins 20% de ton bac en dessous, tu vas avoir des résultats, tu vas faire de la merde. Tu vas dire, ah oui, j'ai un refuge. Mais à part ça, franchement, tu te branles, hein, ça sert à rien du tout. Donc,
Les proportions, la conception des... Moi, je vous le dis franchement, ce que j'en pense, hein, là que ça recommence. Je vous dis franchement ce que j'en pense. Le modèle berlinois classique qu'on trouve aujourd'hui dans beaucoup d'aquariums plug and play, c'est de la merde. Mais vraiment de la merde. C'est de la merde. C'est fait pour les machines. Donc c'est fait pour ce modèle de Formule 1 qui va tous nous mettre la gueule dans le mur. Voilà. Alors quand vous regardez, donc dans les modèles d'aquarium, par exemple, présentés par Christian Coursier va utiliser un rat. Ce réacteur à hydroxyde va permettre d'introduire dans l'aquarium le calcium nécessaire à une population dense de coraux mous et de LPS, voire quelques SPS. Mais lui, dans sa conception d'aquarium, il a mis une couche de sable. Cette couche de sable, lui, il sait la faire, assez épaisse. Et de temps en temps, quand elle sature, parce que la population de poissons est importante, il prend un tube de 40 ou 50 cm, 50 mm de diamètre, avec une tétine, un tuyau, il siphonne, il passe ça dans le sable monte, mais au milieu, à un tiers de cette colonne, toute la merde est aspirée, puis il lève, tac, le sable retombe propre. Et il fait, je nettoie un tiers, dans 15 jours je nettoie l'autre tiers, dans 15 jours je nettoie l'autre tiers. Il laisse la place à la microfaune pour s'installer, il respecte les microbes qui se réinstallent, devenant de la case d'à côté. Si tu nettoies tout ton bac d'un coup, t'as flingué ton bac. Au revoir. Montée de nitrite, montée de nitrate, phosphate qui part en live, tu perds tout le contrôle. Voilà. Après, quand vous avez un bac qui est suffisamment grand, et ben, quand vous avez le personnel d'entretien géant, hein, des gros, une raie, hein, les Parupénéus, des machins, donc les Valenciennes, et puis que t'en as plusieurs, et qui te remuent ton sable, avec les escargots, les arcastères, les oursins de l'art. Bon, alors là, ton truc vachement plus cool, hein, tu verras l'année prochaine pour aller commencer à siphonner tes sédiments. Voilà, c'est comme ça qu'il faut considérer. Si vous voulez faire des aquariums avec une complexité biologique, maintenir ensemble une gorgone, un mou, un LPS et un SPS, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, un bac full SPS dans lequel vous allez mettre un LPS et dans lequel vous allez mettre un mou alors dans les mous, par exemple, oui, des fois, on va mettre des mous dans le refuge des bacs à SPS parce qu'ils consomment les nitrates. Bon, je dis pas c'est possible, mais moi là, j'essaie de vous parler d'autre chose. C'est simplement de dire, bah, le mec quand il a un bac comme ça, en fait, il va, euh, il va, il va toujours compenser par des retraits, des ajouts et par des machines. Voilà. Le fait de mettre des LP, des mous en bas, oui, c'est pas mal. Mais s'il n'y a pas de sable, s'il n'y a pas, voilà, en fait, voilà, vous allez encore avoir la variation de pH qui va être compensée, déclencher une alerte, et puis déclencher la pompe doseuse qui va compenser la chute de pH en ajoutant du calcium, et c'est de la merde. C'est du faux calcium, il sert à rien. Quelquefois, eh bien, dans le système de Christian, vous pourrez avoir le même effet. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ça. Euh, Le plus fin des mécanismes, c'est celui qui est bactérien. Parce que les bactéries ont une réaction instantanée. Et si vous avez bien géré justement ce que je vous ai expliqué, la diversité des sables, vous allez gérer des différences de pH et une libération de lait de calcium dans l'aquarium pour nourrir vos coraux. Toutes ces questions, bien sûr, sont liées aux proportions. Quand vous avez un aquarium qui fait un demi-mètre carré et que vous avez 60 coraux dedans, je suis désolé les mecs, bien sûr, vous avez mis un vampire dans votre flotte. Et évidemment, le compenser, ça va être extrêmement compliqué. Chimiquement, chimiquement, tout votre problème va s'orienter sur la chimie et pas sur la biologie et pas sur la biochimie.
Et cette carence dans ces aquariums-là, c'est celle que vous reprenez dans la gueule quand vous crachez. Parce que les Ayrton Senna, comme je disais la dernière fois, hein, il y en a beaucoup qui essayent, il y en a beaucoup sur la ligne de départ, mais en réalité, c'est pas du tout comme sur les circuits. Parce que les Ayrton Senna, voilà, il y en a trois qui finissent le tour, et puis les autres, eh ben, ils sont dans le bac à sable. Alors, voilà, bon, j'espère que là, je vais vous avoir un petit peu orienté, à vous avoir un peu aidé à comprendre ces questions de proportion. J'y reviendrai, hein, en essayant d'être un peu plus précis, puis en augmentant la taille des bacs en fonction des populations. Puis là, je vais essayer de vous mettre des exemples. Vous voyez, quand vous avez un bac de 230, 250 litres, combien de sable, qu'est-ce que ça représente en kilo, combien de pierres, qu'est-ce que ça représente en kilo, et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre comme poisson, par exemple, et comme population de coraux, et qu'est-ce que ça va te consommer, et qu'est-ce que ça va être à ce moment-là, ton intestin, et, enfin, ton estomac et ton intestin. Mais si on n'y va pas par étapes pour vous faire comprendre comment les choses s'emboîtent, vous pouvez avoir des réactions épidermiques qui seront pas qui seront sans comprendre ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer dans ces enchaînements qui pour moi sont la vraie, je vous le dis, hein, la vraie aquariophilie. La vraie aquariophilie va tirer le meilleur parti de tout ce que nous avons mis dans notre biosphère recréée. Et tirer le meilleur parti, c'est diminuer la partie que nous, qui nous incombe à nous. C'est de pas avoir à constamment à intervenir sur l'aquarium. Il y a un tas de choses qu'on peut laisser à la nature. Alors, donc mon Nuremberg est annulé. C'est bien dommage parce que j'y serais allé normalement avec un ami. Je vous aurais fait un beau reportage. Bon, bah, c'est comme ça. Euh, Par contre, eh ben c'est bon, on a déjà une cuve en fait hein, pour faire le petit bac d'atoll, un bac de taille modeste, accessible à plein de gens. Vous pourrez sans doute en fait soit le faire fabriquer, soit vous le procurer, si toutefois ça vous intéresse. Là, on va aborder un peu la mangrove. On va voir. Je ne sais pas encore comment on va montrer ça. Moi, j'aurais aimé quand même vous montrer quelque chose d'un peu chiadé, c'est-à-dire d'avoir la passe, la zone fausse, entre parenthèses, qui ne sera pas fausse, mais la zone extérieure, la barrière avec la passe et le lagon à l'intérieur et l'expression du lagon avec des plantes qui peuvent être des plantes parfaitement adaptées comme le palétuvier, puis des plantes pourquoi pas euh, d'eau saumâtre et pourquoi pas une île avec un bonsaï par-dessus, hein. Alors, on va essayer de vous montrer un beau paysage qu'on peut faire chez soi pour vraiment pour pas très cher quoi, hein. Je sais pas, 30 ouais, peut-être 30 kilos de sable, 30 kilos de sable et 10 kilos de pierre. Voilà, ça vous... et puis là où je vais vous scotcher, c'est avec une seule pompe. Voilà. Donc, bah, je vais vous montrer ça. Et je sais pas, ça va peut-être demander un peu de temps à être mis en place. Mais enfin, vous allez découvrir des choses qu'on peut faire qui, franchement, sans coûter très cher, peuvent être super sympas dans une maison. Procurer un éclairage d'ambiance, puisque là, la partie lagon, bien sûr, on l'éclaire en 6500, une couleur chaude, pas trop, mais rien à voir avec le bleu, et développer des couleurs dans les animaux qu'on va mettre dans le lagon. Et je peux vous dire que, voilà, j'espère, je fais un appel, hein, si ça intéresse un magasin de se joindre, de participer en fournissant une bestiole, en fournissant un kilo de sable, eh bien c'est bienvenu parce que bah, moi je fais ça, j'ai pas un rotin, je fais ça c'est pour vous le transmettre. Et là j'ai l'aide de T3E Aquarium, TE3, T3E, T3E Aquarium, euh, pour pouvoir faire ce montage. Voilà.
Donc, bah, c'est formidable. J'espère que ça vous plaît et que on va continuer dans cet esprit, continuer à construire brique par brique, que vous assimiliez bien des choses qui sont parfois un peu perturbantes, que j'explique, sur l'aquariophilie qui se base sur la biologie, et pas l'aquariophilie qui se base sur la chimie en enlevant la biologie. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée à vous, à tous, et puis pardonnez-moi pour mon côté, ma petite revendication complotiste. Je pense qu'elle était nécessaire parce que aujourd'hui, si t'es pas complotiste, c'est que t'as pas les yeux ouverts, quoi, sur ce qui est en train de se passer autour de nous. Et voilà, soyez curieux, soyez dans le doute, et et soyez un peu comme saint Thomas, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je suis content, hein, vous avez été à peu près 30 à suivre tous en même temps, alors c'est pas mal. Et moi ça me va, hein. À la prochaine les gars, la semaine prochaine. T3E, voilà, c'est T3E. J'étais pas sûr si c'était TE3, non mais T3E, ouais, voilà. Voilà. Donc à bientôt les gars, à la semaine prochaine. Je referai sans doute un live cette semaine, une partie. On va voir parce que je vous avais dit on va reprendre les lives à plusieurs. Et puis en fait, on a droit à 14 jours gratuits. Puis après, tu l'as dans la rondelle, faut payer. Donc je sais pas trop comment on va faire. Voilà, à bientôt les gars. Bonne nuit à vous.